Bonsoir à tous, bienvenue sur votre plateau Entre Proms. Aujourd'hui, nous sommes en émission spéciale. On va essayer de comprendre un petit peu la politique. On va essayer de, bien sûr, on ne va pas rentrer dans le sujet pour faire de la politique, mais on va essayer de vous donner quelques explications. On va voir si être politicien, c'est un métier comme un autre ou pas. Comment ça fonctionne les indemnités. On va essayer d'analyser un petit peu la campagne présidentielle avec nous. De retour en Guadeloupe, Tony Jazz. Donc, bien évidemment, bonsoir Tony. Bonsoir Sabine, comment vas-tu depuis tout ce temps? Ça va, alors super. En plus, c'est génial parce que nous, on a découvert le fameux Tony Jazz puisque ça a été le Frenchie qui a participé à la campagne présidentielle aux États-Unis de Barack Obama. Absolument. Donc, j'aime bien le rappeler. Alors, on va en parler aussi parce que bien évidemment, il faut rappeler ça. Donc là, on va aujourd'hui essayer de voir la différence entre les élections présidentielles aux États-Unis et en France. En plus, ce n'est pas le même mode de scrutin. Le financement. Est-ce qu'aux États-Unis, c'est un vrai métier? Quand on fait campagne pour un président, comment ça se passe en France? Est-ce que ce sont que des militants qui doivent porter... par exemple, on a vu comment ça s'est passé pour Zemmour. Un jeune, Stanislas Rigaud, que personne ne connaissait, est parti tout seul coller des affiches. Un an après, Éric Zemmour s'est présenté. Donc, quelles que soient les idées qu'il porte, mais au moins il a milité et franchement, ça serait bien de parler pour voir comment ça fonctionne. Est-ce qu'aux États-Unis c'est le même système ou est-ce que ce sont des équipes professionnalisées? Est-ce que c'est un métier de faire devenir quelqu'un président? On voit toutes les séries américaines. Ah ouais. Donc comment ça fonctionne tout ça? On va en parler. Mais avant, je voudrais qu'on refasse une présentation, même s'il n'y a pas besoin, mais pour reparler de cette campagne présidentielle, parce que moi, c'est une grande fierté pour nous en Guadeloupe d'avoir ça. Et oui, et oui. Bon, pour en reparler très, très rapidement, avant je travaillais en maison de disque aux États-Unis et après j'ai eu la chance au fur et à mesure de mes rencontres de rencontrer des gens qui travaillaient pour un candidat américain, noir, premier, et quand je l'ai vu, je me suis dit, ouh, ça va être compliqué pour lui. Et dès que je l'ai entendu parler, ça m'a énormément inspiré et j'ai adoré son message. Et j'ai participé à cette campagne comme j'ai pu le faire par la suite. Et donc, du coup, j'ai créé une musique pour sa campagne présidentielle. La fameuse musique officielle. Voilà, la fameuse musique officielle du président. Et c'était en 2008. Je l'ai refait en 2012. Et en fait, les gens m'ont connu comme ça. Enfin, ça a eu un grand retentissement aux États-Unis et en France parce que j'étais le petit Français et pour mon île, le petit Guadeloupéen. Bien exactement, sûr. qui avait créé quelque chose pour le président américain. Et donc, c'est pour ça que ça a eu autant de retentissement. Alors, quelle est la différence entre les élections américaines et les élections en France? Est-ce qu'on peut en vivre? Comment ça fonctionne? Comment c'est financé? Surtout qu'on n'a pas le même mode de scrutin. Ouais. Donc, quelle est la différence concrètement? Alors, sur la présidentielle américaine, c'est très simple. C'est un suffrage qu'on appelle indirect. C'est-à-dire que contrairement à la France, ce n'est pas le citoyen qui prend le bulletin de celui qui veut voir président et qui le met dans l'urne. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une personne juste avant sur les élections américaines, et en fait, c'est indirect dans le sens où on va voter pour ce qu'on appelle des grands électeurs, qui eux, derrière, vont voter pour un président. C'est quasiment la même chose que quand tu votes pour ton grand électeur, tu sais qu'il va voter pour le président que tu veux. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pourquoi est-ce qu'on a ce système aux États-Unis et que l'on n'a pas ce système-là en France? C'est parce qu'en fait, les États-Unis, c'est beaucoup de pays dans un seul pays. C'est un continent, un pays Voilà, continent. exactement, c'est un continent, d'où les États-Unis. Ce sont plein d'États qui sont unis, un peu comme si on choisissait le président de l'Europe, quoi. Exactement. Donc en fait c'est ça. Si tu veux choisir le président de l'Europe, tu vas choisir des grands électeurs dans le pays, la France, qui ensuite va choisir un candidat sur la partie européenne. C'est un peu comme ça. Donc c'est vraiment un choix qui est indirect, mais après à la fin tu sais très facilement pour qui va gagner. Ouais, parce qu'aux États-Unis en plus il y a deux partis et eux, ils font des primaires systématiquement. Exactement. Donc, comment ça fonctionne? Ouais. Alors, pour le coup, là, c'est le même système qu'en France ou que dans les partis européens. C'est-à-dire que tu as une famille politique, comme on pourrait avoir en France LR, l'AREM ou d'autres. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'à l'intérieur de ce parti, certaines personnes vont dire, bon, bah, moi, je veux être candidat. Et donc, pour être candidat, eh ben, les personnes qui, à l'intérieur de ce parti, vont voter pour ceux qui pressentent le plus présidentiable, on va dire. Donc, exactement comme en France. Et après, à la fin de ces votes, il y a des personnes qui ressortent. Lorsqu'une personne ressort, elle a forcément ce qu'on appelle un vice-président qui l'accompagne. Alors qu'en France, lorsque tu as quelqu'un qui veut devenir président, tu sais jamais qui est le Premier ministre, tu vois. Voilà. Mais le vice-président, c'est un peu le Premier ministre, c'est l'équivalent. Et là, après, une fois qu'on a élu cette personne, une fois qu'elle a gagné le parti, eh ben, elle part représenter le parti sur le pays, le territoire entier. Alors là, cette année, pour ces élections américaines, c'est Biden qui a gagné. Biden, que tu connaissais déjà, puisqu'il était déjà vice-président de Barack Obama. Exactement. Comment
Comment Barack Obama, par exemple, a choisi son vice-président? Comment ça s'est passé? Alors, pour choisir ton vice-président, il y a beaucoup de choix. C'est exactement comme quand tu choisis finalement un Premier ministre. C'est une histoire de confiance. C'est un peu comme quand tu as ta société, tu vois, et que tu veux choisir ton directeur général et que tu es le PDG. C'est vraiment ton bras droit. C'est la personne qui a généralement le plus de réseau, celui qui a le plus de leadership, celui qui se fait entendre, celui qui connaît ceux qui ont de l'argent. Et ça, dans une élection, c'est essentiel parce que sans argent, on ne peut pas gagner d'élection. C'est pour ça qu'on comparait lorsqu'il y a eu Trump-Clinton, on comparait les budgets et qu'on voyait que le budget de Trump, il était démentiel. Généralement, aux États-Unis, quand tu as le plus gros budget, tu gagnes. Bon, on l'a vu. Parce que la communication, on peut acheter des flyers, on peut mettre des affiches, on peut tout payer. On peut acheter des personnes, on peut acheter on peut acheter. Alors en France, ça se fait beaucoup moins, mais aux États-Unis, c'est très très courant d'acheter plus ou moins des voix. Non, pas des voix, des journalistes, des gens qui sont des porte-voix. Donc c'est encore plus puissant. Ou d'avoir carrément, tu connais le patron de telle chaîne. De CNN par exemple, ou Fox News, machin. Tu auras forcément une contradiction de tous tes opposants, mais toi jamais. Donc forcément, ça aide pour gagner. Effectivement, ça fait une espèce de propagande. Absolument. Alors en France, les budgets sont plafonnés. Ouais. Pas aux États-Unis. De toute façon, aux États-Unis, tout est surréaliste, surdimensionné. Exactement. Comme le pays. Comme le pays, effectivement. Comment ils lèvent les fonds là-bas, aux États-Unis? Alors, ce sont des fonds privés. Tu peux faire appel à des fonds qui sont totalement de particuliers, donc tu vois, qui sont décorrélés d'un système entrepreneurial, d'une entreprise ou d'un parti ou autre. Alors qu'aux États-Unis, c'est absolument libre. Tu peux prendre de l'argent des lobbies. Le lobby, par exemple, des armes à feu. Si tu es plutôt pour les armes à feu, on va te financer grandement. Si tu es plus écologiste, tu vas trouver des fonds ailleurs. Mais en tout cas, les dons sont beaucoup plus libres qu'en France. Alors qu'en France, on ne peut pas demander à une entreprise de nous subventionner. Bon, même s'ils le font quand même via en fait, c'est des amis ou des voilà, des mais généralement, ça va être un chef d'entreprise qui, lui, va faire un don personnel, tu vois, à un candidat. C'est souvent comme ça que ça se passe. C'est souvent comme ça que ça se passe. Au niveau de la Cour, parce qu'après, c'est le Conseil constitutionnel, je crois, qui vérifie les comptes. On a entendu parler de Nicolas Sarkozy, par exemple, qui, lui, ses comptes n'ont pas été validés par le Conseil constitutionnel. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? Bon, alors, dans ce genre de cas, c'est comme... Alors, ça s'est même passé en Guadeloupe, sur les municipales, en fait. On peut ne pas valider tes comptes parce que soit, tu as dépassé ton budget, et donc là, tout ce qui est au-dessus de ton budget, on ne le prendra pas en charge. Soit on a remarqué que tu avais fait certains types de communication qui n'étaient pas légales dans une période d'élection. Réglementé. C'est très réglementé. Il y a des choses qu'on ne peut plus faire à quelques jours d'une élection. Il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Tu vois. Lorsque tu fais ce genre alors on ne va pas donner forcément de détails, sinon on va perdre les gens, mais lorsque tu fais ce genre d'écart, généralement on peut invalider tes comptes. Et si on invalide tes comptes, ça veut dire que c'est de ta poche que va sortir cet argent. Comme Pécresse. C'est différent. Voilà, c'est ce que j'avais demandé parce que Pécresse, elle, c'est parce qu'elle n'a pas atteint les 5%. Exactement. Donc elle n'est pas remboursée. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire aussi? Alors là, c'est très simple. Quand tu fais une élection présidentielle et que tu atteins 5%, alors ce pourcentage peut changer d'une élection à l'autre, mais en général, c'est toujours le même sur une municipale ou sur d'autres. Et il faut faire un score minimum pour être remboursé par la suite. Et Pécresse était à quelques zéros et quelques... et du coup, forcément, tu ne rentres pas dedans. Donc, du coup, tu dois payer de ta poche. Ce qu'il faut se dire, c'est que généralement, quand tu fais une élection, qu'elle soit présidentielle ou municipale ou peu importe, ce qui va se passer, c'est que tu vas dire à tes partenaires, vous inquiétez pas, je suis un gros parti, je vais donc faire des voix. Et comme je vais donc faire des voix, donnez-moi de l'argent. Non, faites-moi le service, rendez-moi le service. Par exemple, on doit faire une scène, il me faut des micros, il me faut de la sono. Avancez-moi ce travail-là. Et une fois que l'élection est terminée, je vous paierai. Envoyez-moi déjà votre facture, que je puisse la mettre dans mes comptes. Mais généralement, il faut la payer, cette facture, parce que c'est sur facture acquittée. Il n'y a pas d'avance. Mais on sait très bien qu'il y a des petites choses comme ça qui sont faites. On l'a vu dans certaines élections. Et ce qui se passe, c'est qu'à la fin, lorsque tu as une addition de 5 millions d'euros, il faut pouvoir payer tous ces prestataires-là. Et ces prestataires-là, quand ils ont vu que tu n'as pas fait ton score, je peux te dire qu'ils tapent tous très vite à ta porte parce qu'ils se disent, moi, je peux être le dernier à être payé. Oui, ouais.
Et voilà ce qui s'est passé exactement dans le cas de Pécresse. D'accord, donc là, appel aux dons. Voilà, appel aux dons. Comme Nicolas Sarkozy, pareil, qui avait fait un Voilà, appel et aux puis dons aussi. et du coup, bon, tu as des gens qui sont extrêmement sympathisants et qui vont t'envoyer de l'argent. Tu en as d'autres qui vont te faire des canulars. Il y en a énormément qui sont Oui, postés les pour chèques de Pécresse. Les chèques de 0,01 centime. 0,0 ou même 0. Oui, ouais, zéro, effectivement. Voilà. Et donc là, bon courage parce que ça, l'autre partie psychologique de la campagne, parce qu'une campagne Ouais. c'est très psychologique, arrive. Alors pourquoi chez nous, les gens déclarent leur patrimoine? Est-ce que c'est pour être sûr qu'ils pourront payer ces 5 millions ou est-ce que c'est une histoire de transparence politique au cas où ils gagnent l'élection? Alors, c'est absolument une histoire de transparence politique que l'on a vue généralement après les soucis. Tu sais, on a eu un petit problème Oui, Cahuzac dans il y a les quelques yeux. années, il y a Mhm. très très longtemps, les yeux dans les yeux, je vous assure. Enfin, tu Je vois, n'ai pas de compte en Suisse. voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que on a eu de nombreuses personnes. Hop là, c'est bon. On a eu de nombreuses personnes au fur et à mesure des années qui ont plus ou moins triché. Et ça a gêné évidemment une partie de la population parce que quand toi, tu travailles tous les jours Ouais. de 8h à 19h et que tu vas chercher ton pain Et tes à la impôts sueur de ton financent front, ça. et Mhm. lorsque tes impôts arrivent et que tu dois les payer rubis sur ongle, autrement tu as des majorations, tu ne peux pas avoir une confiance au pouvoir politique lorsqu'il triche. Nous Donc sommes d'accord forcément, sur ça, ouais. ce sont des petites choses, on va dire, petites ou grandes choses en fonction des personnes qui ont été mises en place pour donner un peu plus de transparence et un peu plus d'équité, on va dire, pour dire, OK, donc moi, on me demande de déclarer mes choses, j'aimerais bien que vous puissiez déclarer aussi ce que vous avez. D'accord. Est-ce que aux États-Unis, on peut gagner de l'argent à porter un homme à l'élection présidentielle? En France, on peut gagner de l'argent aussi ou c'est des militants qui font ça gratuitement, bénévolement? Généralement, en France comme aux États-Unis, t'as un travail de militant qui est énorme. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, c'est très différent. En France, quand tu veux élire un président, tu restes toujours très discret sur ton vote. Généralement, on dit dans les repas de famille, on ne parle ni d'argent ni de politique. Et comme Oui. ça, on sait qu'il n'y a pas de problème. Alors qu'aux États-Unis, on va parler d'argent et de politique. Et comme Oui. ça, on sait qu'on on pourra discuter. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'aux États-Unis, le travail du militant est énorme dans le sens où, hors les campagnes, hors les rendez-vous, hors les meetings, tu vas avoir sur ta fenêtre la photo de ton candidat, ton drapeau américain. Tu vois, ils sont très très patriotes. Oui. En France, on ne montre pas de photos, on ne dit pas pour qui on vote, on est généralement très discret, mais lorsqu'il y a un travail à faire, du porte-à-porte ou donner des tracts sur les marchés, ce sont toujours cette base des militants qui sont, on va dire, la force ouvrière vraiment des candidats pour pouvoir les aider et les élever justement au rang qui sont choisis. D'accord. Alors, merci pour toutes ces informations. Deuxième sujet, ce qu'il y a autour du président. Par exemple, on sait qu'aux États-Unis, il y a la première dame, il y a le vice-président qui accompagne vraiment, qui est accroché à cet homme présidentiel. Hein, pour l'instant, on n'a pas encore eu de femme. En France, c'est différent. Est-ce que tu as une analyse sur ce point? Ah oui, alors en France, on va dire que le président a quand même alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas son président, il a été élu par le peuple, donc le peuple l'a choisi. C'est normal d'avoir des opposants et il est vraiment la figure suprême de l'organe, on va dire, politique français. C'est le patron des patrons. Moi, je me rappelle lorsque j'étais tout petit et que je m'intéressais à la politique, je demandais à ma mère, mais qui est le patron du président? Mais en fait, c'est lui le patron. Il n'y a rien au-dessus. Mais moi, je vais être président. Oui, voilà. Tu vois, et c'est comme ça que je me suis vraiment intéressé à la politique. Et c'est lui qui représente tout l'organe. On a une première dame en France, effectivement, mais c'est quelque chose qu'on a un peu emprunté aux États-Unis. On a le Premier ministre, mais on sait très bien qu'il peut y avoir soit une cohabitation, soit on peut le changer finalement à mi-mandat. Aux États-Unis, c'est un autre rituel. C'est une habitude d'avoir la première dame et elle a vraiment un rôle qui est un peu de diriger des fondations, social, des associations, qui est très social, pour les enfants, pour des causes de santé. Et on a le Premier ministre, lui, on a le vice-président, l'équivalent du Premier ministre, on a le vice-président aux États-Unis qui lui représente le président de la République dans tous les organes et lui qui est, on va dire, un peu celui qui s'abîme un peu partout parce qu'il est très mis en avant. Alors justement, là, on arrive sur la fameuse cohabitation. Alors qu'est-ce que c'est? Surtout que là, pour l'instant, nous sommes dans le quinquennat depuis quelques années. Avant, nous étions en septennat et justement, les présidents avaient des cohabitations. C'était peut-être, moi, j'aimais bien quand ils avaient une cohabitation, comme ça, ils ne pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient. C'est un pouvoir contre pouvoir. Exactement. Donc, comment ça fonctionne et qu'est-ce que c'est concrètement? Alors, la cohabitation, c'est une majorité qu'on a à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une cohabitation lorsque le parti majoritaire à l'Assemblée nationale n'est plus celui du président. Et donc là, forcément, on va prendre quelqu'un qui ne sera pas du parti. Donc le président ne peut plus faire ce qu'il veut. Et on a une cohabitation. On en a eu des bien connus, Chirac, Jospin par exemple.
Et ce qui se passe, c'est qu'effectivement, on pourrait avoir cette vision qui est que le président ne peut pas faire ce qu'il veut lorsqu'il y a une cohabitation, tout simplement parce que il a un opposant à côté de lui. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut avoir une vision beaucoup plus générale et beaucoup plus globale des enjeux géopolitiques sur le globe entier. Je vais te donner un exemple pour refaire le parallèle dans une cellule la plus petite possible qu'on connaisse tous, la famille. Imaginons qu'on a notre père et notre mère qui sont ensemble avec les enfants et que tout se passe bien. Et que du jour au lendemain, on va changer la mère et puis on va prendre une autre mère qui est toujours en opposition avec le père. Ce qui va se passer, c'est que les enfants vont essayer de jouer de ça et vont parfois malheureusement être un petit peu perdus. Les choix qui vont être faits dans la famille vont changer d'un coup à l'autre. On va perdre des habitudes et en fait, finalement, si papa veut acheter mais que maman ou l'autre maman veut plus acheter, on ne sait plus quoi faire. C'est exactement le même exemple lorsqu'il y a une cohabitation. Lorsqu'on a une cohabitation, le président de la République ne peut plus faire ce qu'il veut, mais en fait, ça ralentit aussi les affaires du pays dans sa globalité, dans sa généralité. Donc certes, il y a des choses que peut faire un président et on peut tous être contre, mais lorsqu'il y a trop de tensions dans les ordres qui sont donnés ou dans la direction à adopter, en fait, ça ralentit un pays. Et en fait, c'est ce qui fait qu'un pays peut prendre énormément de retard en économie, sur des questions sociales, sur des questions de santé, par exemple. On se demandait parfois pourquoi est-ce qu'aux États-Unis on avait, lorsque tu vois, on prend les plus grosses entreprises françaises, tu vois, pour ton émission Entreprendre, les entreprises c'est quand même la base, c'est global, c'est ce qui fait avancer un pays, c'est les richesses qui sont créées, ce sont des emplois qui sont créés. Et on se dit mais pourquoi lorsqu'on prend les plus grosses sociétés dans le monde, ce sont des sociétés américaines, pourquoi il n'y a aucune société française? Généralement, lorsqu'on regarde un petit peu plus précisément dans les détails, on se rend compte que les cohabitations ont empêché certaines choses. Sur des petites questions qui n'ont pas été prises au bon moment, sur l'électricité, sur l'innovation, et payer l'innovation ou plutôt l'industrie, qu'est-ce qu'on va faire? Les start-up, les jeunes sociétés ou les sociétés un peu plus globales, un peu plus grosses. On se rend compte que la cohabitation est une bonne chose dans le sens où le président ne fait pas ce qu'il veut et au moins on a toujours une mainmise, mais malheureusement ça ralentit aussi énormément les affaires du pays. D'accord, très intéressant de savoir ça, surtout que justement on était en cohabitation, je crois que c'était sur la Troisième République, et ça n'avançait pas, et c'est pour ça qu'ils ont inventé tout ce qui est proportionnel et tout, non, à l'Assemblée. Alors celle-ci je ne l'ai pas, je sais que sous Chirac, sur la cinquième, ça c'est certain, mais malheureusement l'historique précédent, je ne l'ai pas. Ouais. D'accord. Et du coup, la proportionnelle, à quoi ça sert? Puisque justement, le président devait la mettre, c'était la promesse de campagne de 2017, il ne l'a pas faite. Sachant qu'avant lui, il me semble que Mitterrand avait fait rentrer la proportionnelle à l'Assemblée. Donc, qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne? Alors, la proportionnelle, elle va aider sur énormément de choses. Disons que du fait de faire une proportionnelle, c'est comme si tu laissais proportion. Donc, c'est comme si tu laissais un petit peu la chance à tout le monde, finalement, et notamment à l'Assemblée nationale. Alors, on ne se rend pas compte, là d'ailleurs, on est en plein dans les législatives. On ne se rend pas compte, mais en fait, l'Assemblée nationale est un pouvoir qui est véritablement clé, parce que c'est celui qui crée les lois. Et lorsque tu peux donner la chance à tout le monde de pouvoir faire entendre sa voix, ça permet évidemment de considérer certaines personnes. Le seul problème aussi d'avoir une proportionnelle, c'est que comme dans une cohabitation, d'une certaine manière, même si c'est une proportion différente, ça va aussi ralentir tes affaires et les lois que tu veux faire passer ou les amendements que tu veux faire passer un peu plus rapidement. Donc c'est peut-être pour ça finalement que le président ne l'a pas mise. Il fait croire que du style, il n'a pas pu. On sait très bien que c'est lui qui avait le dernier mot sur cette affaire. On a déjà eu tous les analystes politiques qui ont décrypté ça sur le territoire hexagonal. Là, visiblement, il va vraiment devoir la faire parce que depuis quelques mois, par rapport aux élections présidentielles, tout le monde est tombé d'accord pour dire que c'était scandaleux que Marine Le Pen, qui était déjà arrivée deuxième la dernière fois avec, je crois, 7 députés. Donc, comment ça fonctionne? Parce que là, plein de gens nous font des projections. Jean-Luc Mélenchon estime qu'il peut être Premier ministre. Absolument. Certains disent que concrètement, c'est pas possible par rapport aux élections, aux résultats qu'il a eu pendant la présidentielle. Donc, comment ça fonctionne, le nombre de députés, le nombre de voix? Comment ils font pour faire les projections comme ça? Alors, encore une fois, ce ne sont que des projections. Oui. C'est-à-dire qu'effectivement, Mélenchon a fait un gros score lors de la présidentielle. Marine Le Pen est arrivée seconde. Donc, lorsqu'on regarde la logique, on se dit, S'ils ont voté pour Mélenchon, ça veut dire qu'ils vont voter pour les législatives pour Mélenchon? C'est comme ça que ça fonctionne? C'est-à-dire qu'en fait, tu te retrouves avec plusieurs candidats. En fait, c'est comme si on refaisait une présidentielle. Finalement, les législatives, c'est comme si on refaisait une présidentielle. Mais cette fois-ci, elle va nous toucher directement. Parce que là, tu vas élire un député à qui tu peux téléphoner, à qui tu peux parler. Il y a des députés qui sont extrêmement accessibles. Et là, tu peux, lorsque tu as envie de faire entendre ta voix à l'Assemblée nationale pour une loi que tu trouves
qui peut être totalement, on va dire, qui peut te léser sur certaines parties, là, tu as la main là-dessus. Et c'est en ça que la législative sert, et c'est pour ça que Mélenchon a les ambitions de devenir Premier ministre, tout simplement parce qu'il passe. Après, chacun fait son analyse dessus, mais pour quelqu'un de très accessible. Donc on se dit que si on laisse passer des gens qui sont de son côté, ben forcément, peut-être qu'on sera écouté. Il y a d'autres personnes qui pensent que Macron est accessible ou que Marine Le Pen est accessible, donc ils font aussi ce vote-là dans ce sens-là. Il est vrai que si tu choisis un député qui est extrêmement accessible, ben demain, je vais te donner un exemple. Imaginons que tu es un enfant et qu'on se dise qu'en fonction de l'âge de l'enfant, tu as de droit à certaines aides ou peut-être pas à certaines aides, ou qu'il a le droit de repartir en France faire des études et de pouvoir aider. Mais en fait, ça, c'est un député qui va choisir en fonction des lois qui sont passées. Eh ben, quand tu viens de tel territoire, on peut t'aider à faire telle chose. Si tu as quelqu'un d'extrêmement proche de toi, forcément, tu voteras plus pour cette personne pour qu'elle donne une voix dans ton sens. Et c'est en ce sens que Mélenchon pense être Premier ministre, dans le sens où il se dit, bon bah, je n'ai pas fait le bon score, en tout cas je ne suis pas passé là, mais je sais que j'ai encore une chance sur les législatives, et si je passe cette fois-ci, peut-être qu'avec un maximum de voix de mon camp, je peux choisir et devenir, enfin, être le plus gros représentant de l'Assemblée nationale, avoir un maximum de sièges, et du coup devenir de facto Premier ministre. Ça voudrait dire que pour qu'il ait le maximum de voix, ceux qui ont voté Macron pour les députés, enfin pour la présidentielle, pour les députés se dirigent vers la NUPES là, et que ceux qui ont voté Le Pen pour les législatives votent Mélenchon en gros. Alors ça voudrait dire ça, mais ça voudrait dire aussi récupérer pourquoi pas des partis des Verts, récupérer et faire des accords avec le PS. Il a fait une alliance. Exactement, parce que plus tu vas faire d'alliances, plus tu vas aussi grappiller d'autres voix de d'autres électeurs qui sont peut-être un peu déçus de certaines personnes qui sont arrivées au deuxième tour ou au premier tour. Eh ben forcément ça peut t'aider à avoir un maximum de sièges. Mais encore une fois, c'est un énorme travail. Ce sont des projections, c'est très compliqué à faire. Parce que là, en plus, pour faire les alliances, ce qui compte visiblement, c'est le nombre de pourcentage de voix accumulés pendant la présidentielle. J'ai vu que, par exemple, ils expliquaient que pour Mélenchon, je crois qu'il peut arriver à 30%, parce qu'il a fait une alliance avec tous les gens qui ont voté pour lui et tous ceux avec qui il s'est mis, donc ça fait 30%. Pour Le Pen, ils font le calcul, si elle se met avec Zemmour, pareil, je crois qu'il saute au-dessus de Mélenchon. Donc, comment ça fonctionne, ces histoires d'alliance et cette histoire de calcul? Puisque c'est en fonction du... C'est le nombre de voix qu'on a fait pendant la présidentielle pour le premier tour qui compte pour la proportionnelle. Effectivement, ton nombre de voix va t'aider, mais évidemment, plus tu feras un nombre d'alliances élevé, plus tu vas pouvoir récupérer ce qu'on appelle la part du lion et donc poser un maximum de personnes qui te sont favorables. Sur cette partie-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est comme... pour reprendre encore très simplement, en faisant des schémas extrêmement simples pour que tout le monde puisse comprendre, c'est comme quand on veut devenir délégué de sa propre classe au collège ou au lycée, eh ben on va aller voir un maximum de copains qui sont avec nous, on va leur dire de voter, on va leur demander de s'allier avec d'autres personnes qui sont peut-être pas nos copains, mais qui sont amis avec les autres. Et évidemment, plus on aura de voix, plus on a de chances de passer premier, ou en tout cas d'avoir des personnes qui sont au maximum de notre côté. Et en fait, c'est ça qu'il faut regarder, c'est le nombre de personnes que l'on peut avoir au maximum. On a des sièges à l'Assemblée, plus ces sièges seront pris par des personnes de notre côté, plus on a des chances de devenir le chef des chefs. Alors, qu'est-ce que le groupe parlementaire, puisque Marine Le Pen se plaignait qu'elle n'avait pas pu avoir, à cause de la proportionnelle qui n'a pas été appliquée en plus par Emmanuel Macron, elle n'a pas pu avoir de groupe parlementaire. Donc qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert surtout? Alors le groupe parlementaire, en vérité, il est là le secret de l'Assemblée nationale. Il est là le secret que peu de personnes connaissent sur l'Assemblée nationale. Les groupes parlementaires, c'est vraiment la force, ce qui va te permettre d'accéder à quelque chose et qui va te permettre de faire voter des lois, d'aller dans des commissions d'enquête. Ou bien de bloquer le président quand il va faire passer une loi. Voilà. Mais le groupe parlementaire est vraiment, on va dire, le nerf de la guerre à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que lorsqu'on a des députés qui font un travail et qui vont peut-être porter ta voix, s'ils sont seuls et isolés, en vérité, ils n'ont pas de grand pouvoir, ils ne pourront pas faire grand-chose. Le fameux vote utile. On entend qu'en ce moment, que ce soit Le Pen ou Mélenchon, parle du vote utile, puisque si tout le monde vote séparément,
Il n'y aura pas de groupe parlementaire et Emmanuel Macron pourra faire passer ce qu'il veut en fonction de la majorité qu'il aura. Oui, exactement. Mais tu vas par exemple avoir des groupes PS, tu vas par exemple avoir des groupes de l'AREM. On a un député guadeloupéen qui a créé le groupe Outre-mer, Olivier Serva. Génial, ça. Et l'avantage d'être, alors qui était aussi président du groupe Outre-mer, l'avantage de faire ça, c'est que lorsque tu as quelqu'un qui vote, qui est avec toi, et donc alors pour avoir le groupe Outre-mer, il faut être 15. Donc, il faudrait que toute l'Outre-mer vote pour le groupe d'Olivier Serva. Exactement. Mais là, ça serait intéressant, puisque toute l'Outre-mer a voté Le Pen. Donc, il suffirait qu'il se déporte sur lui. Il faudrait que toute l'Outre-mer se mette ensemble. On sait déjà que les Corses sont OK. On sait qu'on peut faire des choses avec les Martiniquais. On sait qu'il y en a plein d'autres aussi de l'Outre-mer. Que ce soit la Calédonie et tout, ils seraient d'accord. Et comme ça, on pourra avoir notre groupe parlementaire. Absolument. Et là, on pourrait plus se plaindre que le gouvernement ne nous étende jamais. Sinon, on les bloque à chaque loi qu'ils essaient de faire passer. Alors. Voilà. Et là est le gros intérêt de faire partie d'un groupe et d'avoir son propre groupe. Si on prend le cas du groupe Outre-mer d'Olivier Serva, l'avantage, c'est que ça te permet de débloquer des questions sur les problèmes de l'eau, ce qu'il avait fait et ce qu'il était venu faire. Ça te permet de trouver des solutions sur le chlordécone. Lorsqu'ils ont réussi à faire passer, tu sais, le fait de se faire tester gratuitement. Ça, c'était grâce au groupe Outre-mer, notamment grâce à Olivier Serva. Donc, en fait, ça te permet d'avancer sur énormément de lignes en créant un groupe. Alors, nous, on est issus de l'Outre-mer, donc en vérité, tout ce qui nous intéresse, c'est un groupe Outre-mer. Bah oui, aucun autre. Franchement, ça ne sert à rien d'aller sur un autre parti. Au final, il faut qu'on ait notre parti à nous, ce qui sera assez logique en fait. Exactement. Alors comment ça fonctionne? Qu'est-ce qu'il a mis en place et comment ça fonctionne? Alors là, c'est très simple. Comme on l'a dit, pour créer un groupe Outre-mer, il faut être 15. Donc tu vas voir 15 personnes qui peuvent être issues d'Outre-mer. Quel que soit le territoire, Mayotte, Martinique, Guadeloupe. Exactement. Et idéalement, il faut que ces 15 personnes soient d'accord pour créer le groupe Outre-mer. Une fois qu'il est créé et que tu as ton groupe avec toi, mais il faut avoir cette volonté. Il faut savoir qu'il y a certaines personnes qu'on ne va pas évidemment citer, qui sont issus de l'Outre-mer et qui ne voulaient pas faire partie de ce groupe Outre-mer et qui ont préféré aller rejoindre... Rester dans les partis politiques un peu plus gros en se disant « oui, mais non, mais je ne suis pas sûr que ça puisse être une bonne idée ». Lorsque Serva a voulu faire justement son groupe Outre-mer, même le président lui avait dit « oh non, c'est pas une bonne idée que tu fasses ça bah, ». Et finalement, sinon il aurait bloqué, il n'aurait pas pu nous imposer la vaccination, par exemple. Et heureusement, justement, qu'il ne s'est pas allié à ce moment-là avec le président et qu'il a créé ce groupe Outre-mer. Et en fait, ça te donne un pouvoir tellement fort que même si on n'est que 15 à l'intérieur de ce groupe-là et qu'il y a d'autres gros partis, on est en fait tout aussi costaud parce qu'on a les mêmes armes pour combattre en face. C'est pas là on est plus sur une question de nombre, on est sur une question d'armes d'égal à égal à l'Assemblée en créant un groupe comme ça. Donc bien comprendre qu'à l'Assemblée nationale, lorsqu'on a un député juste de son parti tout seul, ça n'a aucun intérêt parce que on va devoir suivre et lorsqu'on va lever la main, personne ne va nous écouter. Oui, alors que si on fait partie d'un groupe, ça peut être un groupe politique type l'AREM, la République en marche, ce genre de choses, ou bien ça peut être un groupe comme le groupe Outre-mer, et bien là, évidemment, notre voix est entendue et enfin, on peut réussir à faire ça. Sachant que de mémoire, ça fait 250 ans qu'un groupe comme ça, et notamment le groupe Outre-mer, n'a jamais existé. Donc ça sera une première. Jamais eu, hein. Exactement, il n'y en a jamais eu, et c'est pour ça qu'on parle dans le vent de toutes les façons, puisqu'on a toujours besoin, alors moi j'ai jamais compris pourquoi, mais je ne fais pas de politique et je suis nulle en politique, on a toujours besoin de se greffer sur des partis nationaux. Est-ce que ça a un sens, ça? Alors, oui. Ça n'a pas de sens pour moi, ça. Alors, ça n'a aucun sens. Parce que de faire chez les insoumis ou surtout que leurs problèmes, ça ne nous concerne pas. On est d'accord. Oui, absolument. Et en fait, il est là le gros intérêt, c'est qu'en fait, on est finalement, moi je le dis dès que j'arrive chez moi en Guadeloupe, je suis dans mon pays. Bah oui. Et quand je dis ça à mes amis qui sont ils comprennent pas dans l'Hexagone, je leur dis je rentre dans mon pays. Mais non, mais tu rentres en France. Non, t'as pas compris. Dans mon pays, mon pays a des besoins, mon pays a des envies, a des problématiques que vous n'avez pas. L'eau, par exemple, des choses toutes bêtes. Le temps, toujours c'était des inondations, il faut aller demander, alors que sur le territoire hexagonal, quand il y a des inondations, lorsqu'il y a une inondation, c'est catastrophe naturelle, tout seul, mais bien sûr. C'est juste normal. Ici, il faut qu'on le demande. Donc on se rend bien compte qu'on est un pays dans un pays. Donc faire partie d'un groupe politique
beaucoup plus gros, ça a un intérêt dans le sens où tu peux dire, hé les gars, chez moi, voici ce qui se passe, il faudrait qu'on fasse quelque chose. Au final, ils s'en foutent tous. Mais s'ils s'en foutent tous, en fait, tu es perdu et tu es tout seul. Donc, mieux vaut être effectivement dans un groupe qui te représente, un groupe outre-mer, typiquement. Alors, les groupes, donc une fois qu'on a un groupe, on peut saisir la Constitution quand la majorité veut nous faire passer une loi dont on ne voudrait pas. Comment ça fonctionne? Tu peux créer des amendements. C'est-à-dire qu'il y a une loi qui est donnée, une loi qui est écrite, et puis tu peux y mettre tes corrections. Donc la modifier. Tu peux la modifier, exactement. Tu peux proposer des lois. Chose que quand tu es seul, tu peux aussi le faire, mais encore une fois, on ne t'écoutera pas. Oui, mais personne ne t'écoute puisqu'on est dans une majorité, même s'ils sont 500. S'ils sont 480 à vouloir s'intéresser, en ce moment en France, c'est l'école et la délinquance. Donc le tu es un sujet parmi les autres et tu es une quantité, ce qu'on appelle vraiment une quantité négligeable, donc on ne t'écoutera pas. Et donc effectivement, plus tu seras dans un groupe, plus tu pourras faire exactement la même chose que les autres groupes. Tu seras aussi tout important. Il faut vraiment voir ça comme le fait d'avoir véritablement les mêmes armes. Quand tu es seul, tu as une arme, c'est ton stylo. Et quand tu fais partie d'un groupe, et c'est tout ce qui compte à l'Assemblée nationale, c'est faire partie d'un groupe. À partir de là, tu peux faire exactement la même chose et tu as les mêmes armes que les autres. Donc tu peux créer des amendements, tu peux modifier certaines lois, tu peux proposer des lois, tu peux créer des commissions d'enquête. Et donc forcément, avoir aussi une publicité lorsque tu crées une commission d'enquête. Lorsqu'on a eu la commission d'enquête sur l'eau qui avait été faite par... Serge Letchimy en Martinique. Oui, mais en France. En Guadeloupe par Panot et Servat. Mathilde Panot, encore une fois, tu vois, là, ça montre, on montre les territoires, je me rappelle à ce moment-là, j'étais en France et lorsque je mettais les chaînes d'infos, on parlait de la Guadeloupe, tu vois, parce qu'il y avait cette commission d'enquête. Donc c'est des choses effectivement qui peuvent aussi mettre en lumière des problématiques qu'il n'y a pas. Je me rappelle encore avoir parlé à mon voisin, bon français, des problèmes d'eau et de chlordécone, et il me dit mais comment ça peut arriver? Il me dit si j'avais pas eu ça à la télé. Tu vois, encore une fois, tu es complètement mise à l'écart lorsque tu ne fais pas partie d'un groupe beaucoup plus fort et beaucoup plus puissant. Donc on n'a pas besoin des autres partis, il suffit qu'on ait notre propre groupe outre-mer et ce serait même l'idéal en réalité. C'est absolument l'idéal. Pour défendre les intérêts des Guadeloupéens et de nos territoires d'outre-mer, surtout qu'on le sait, on a des problématiques qu'il n'y a pas ailleurs. Spécifiques à nous. Il nous faut forcément quelque chose qui nous représente. D'accord, merci pour ces explications. Quelle analyse tu tires de cette élection présidentielle, de ces législatives? On entend beaucoup que la population, elle est très défiante de toute façon envers les politiques actuelles. Ils ont l'impression que ça n'avance pas. Comment tu t'expliques ça? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, et c'est absolument vrai. Lorsque tu mets quelqu'un et que tu dis, allez, je vais voter pour lui, peut-être que lui fera changer les choses, et je le veux en tant que président pour qu'il puisse me représenter dans mon pays, mais dans le monde aussi. Et lorsque tu vois que toi, tu es totalement mise à l'écart, que pour toi, tout est beaucoup plus cher, qu'on ne t'écoute pas, qu'on te fait des promesses qui, pour le coup, ne sont pas tenues, que tu es totalement mis à l'écart, que lorsque je vois ce qui s'est passé sur le chlordécone, ils vont se dire non, mais finalement, en fait, personne ne sera responsable parce qu'il y a prescription finalement. Tu te demandes, est-ce que tu vis dans le même monde que les autres? Que les autres, oui. Et donc forcément, à ce moment-là, lorsque on te demande de revenir aux urnes, tu vas choisir le choix de l'extrême. Pas forcément parce que tu veux le choix de l'extrême, mais c'est pour véritablement montrer ton mécontentement. Et tu veux une opposition forte et marquée. Donc forcément, tu vas aller là où on ne t'attend pas. Donc c'est pour ça qu'on a vu un vote aussi surprenant sur la présidentielle. En premier tour pour Mélenchon et deuxième tour pour Marine Le Pen, puisque c'est elle qui restait face à Emmanuel Macron. Absolument. Si c'était quelqu'un d'autre il l'aurait pris aussi. Exactement. Donc c'est pas une question de choisir un parti de l'extrême, c'est qu'on veut tout sauf. C'est ce qui s'est passé. Et là, pour les législatives, est-ce qu'il faudrait calmer les gens? Est-ce que cette histoire de groupe outre-mer, ça pourrait peut-être apaiser les gens Parce que des fois, nos élus, ils sont peut-être pas écoutés parce que justement, ils n'ont pas de poids à l'Assemblée, de députés, quand ils se mettent dans les partis français, alors qu'on n'est pas français à part entière. Exactement, c'est ça. Là, ce qu'il faut demander, c'est voir est-ce que d'autres candidats, ce serait une très bonne question d'ailleurs à poser à certains candidats à la législative en ce moment, notamment dans nos outre-mer, c'est est-ce que vous serez favorable à un groupe outre-mer? Oui ou non? Parce que quelqu'un qui me dit je ne suis pas favorable à rentrer dans un groupe outre-mer et qui veut rester en marche en plus ou bien sur LR dans un gros parti, je vais me poser la question de est-ce qu'il veut vraiment défendre mes intérêts? Oui, c'est ça. Parce Nous sommes d'accord. On est d'accord que lorsqu'on est dans un gros groupe politique et qu'on est un petit de l'outre-mer face à des hexagonaux qui sont à l'intérieur,
est-ce que tu penses vraiment qu'on t'écoutera à ce moment-là? Enfin, en tout cas, moi, clairement, qui suis chef d'entreprise et qui vois comment on peut voter ou comment se passe la politique, je me dis que non. Et donc, j'irais choisir quelqu'un qui défendrait mes intérêts, quelque chose qui me ressemble un petit peu plus. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, en fait, c'est ça. Et je pense que c'est une excellente question à poser aux personnes qui se présentent à la législative aujourd'hui. Êtes-vous favorable à un groupe qui nous représente? Ça serait, pourquoi pas, je vais aller embêter quelques personnes. Si je les vois avant les législatives, je vais pas leur poser la question, tiens, pour voir un petit peu ce qu'ils pensent de cette situation. Alors, finalement, est-ce que la politique, c'est un métier? Parce qu'on a beaucoup entendu parler, je prends l'exemple de Jean-Luc Mélenchon. En ce moment, il est beaucoup accusé de n'avoir jamais travaillé et d'avoir fait que de la politique et d'avoir fait sa fortune, sa richesse, enfin tout. Toute sa carrière n'est qu'une carrière politique. Et il y a des gens qui demandent justement que, avant que les candidats soient des politiques, que ce serait bien qu'ils aient un métier, qu'ils aient vraiment vécu la vraie vie classique comme n'importe quel citoyen lambda, de manière à savoir justement ce qui pêche. Donc, est-ce que la politique, c'est un métier concrètement maintenant? Là, on est venu à un point où c'en est, puisqu'il y a même la retraite, ils se font des cumuls de mandats. Enfin, comment ça fonctionne? Alors, le souci de la politique, c'est que pour défendre les intérêts des gens, on gagne de l'argent. Donc en fait, tu te rends compte qu'il y a certaines personnes qui sont juste à la recherche d'un mandat pour avoir une source de revenus, plus que pour défendre les personnes. Même si à l'origine, ce qui les centre tous, c'est vraiment l'intérêt commun et défendre aussi les positions des personnes. Bien évidemment, ils ne font pas ça pour gagner de l'argent. Mais lorsqu'on se rend compte que c'est assez facile finalement peut-être de gagner de l'argent, on se dit ce serait dommage de s'en priver. Et tu te retrouves face à des politiciens professionnels qui font ça toute la journée, qui n'attendent que ça de faire des cumuls et autres. C'est pour ça qu'on a eu justement des lois qui sont passées pour éviter et interdire le cumul. Ce qui a été quand même une bonne chose parce que dans certains cas c'était totalement indécent. Des gens qui ne faisaient pas grand chose nulle part. Et puis ils vont jamais travailler. Qui peut faire 2 ou occuper 3 emplois dans la même journée, à la même heure, au même moment? Et qui gagnait de l'argent. Donc là ça devient totalement incohérent finalement avec le je viens pour vous défendre. Et moi je suis encore une fois un chef d'entreprise. J'ai des activités diverses et variées et je me rends compte que lorsque j'ai quelqu'un en face de moi, politique, qui me parle d'un sujet que je maîtrise, moi chef d'entreprise, et que je vois qu'il ne comprend pas les enjeux que je peux avoir, je me dis qu'il est totalement déconnecté de la réalité. Parce qu'il n'a pour le coup jamais travaillé. Donc il ne comprend pas vraiment ce qui m'anime ou mes besoins. Il faut comprendre que aussi à l'opposé, là je me fais l'avocat de mon propre diable, lorsque tu mets des personnes qui sont pas politiques professionnelles, qui ne savent pas comment fonctionne un organe politique, qui ne savent pas comment fonctionne, alors si on prend à l'échelle de l'Assemblée, une loi ou certaines choses, tu te rends compte que ce sont des gens qui se font avoir par d'autres politiciens professionnels parce qu'ils savent très bien comment fonctionne le rouage. Donc j'ai envie de dire, il faudrait plus ou moins quelqu'un qui ait eu une formation à la base de chef d'entreprise ou dans la vie réelle. Il faudrait le former à comprendre comment fonctionnent les organes à l'intérieur pour juste pas se faire avoir par les autres qui font ça depuis des années. Parce que lorsque tu prends quelqu'un qui vient d'un métier et que tu le mets dans la politique, on l'a vu avec Macron lorsqu'il allait prendre des personnes de partout. Il y en a qui ne sont pas restés, il y en a qui ont essayé de faire passer des choses qui ne sont pas possibles de faire passer. Voilà. Mais généralement, c'était parce qu'ils ne connaissaient pas le fonctionnement de l'appareil politique. Et donc, du coup, ils se sont fait avoir. Donc, évidemment, ils avaient d'autres personnes, énarques et autres, professionnels de la politique, qui étaient là pour les aider, les accompagner. Et au bout d'un moment, ils se sont rendus compte que, en fait, on se fait mener en bateau parce qu'on n'y connaît rien. Donc, en fait, oui, avoir un professionnel de la politique, c'est un problème quand il veut en faire son métier et qu'il n'a pas qu'il est hors sol dans la réalité du monde. Mais avoir quelqu'un de trop débutant est un réel problème en politique. D'accord. Et les législatives, ça rapporte en plus beaucoup d'argent, puisque les gens sont payés par voix, c'est ça? Alors, les partis sont payés par voix. Alors, tu as un salaire qui est commun à tous les députés, et après, en fonction des groupes, en fonction de ses besoins, on le donne à un député une enveloppe. Une enveloppe qui dépense ou qui ne dépense pas est là pour choisir son équipe, pour ses déplacements, pour son travail, pour tout ce dont il a besoin. Ça va être pareil. Alors au niveau d'une commune, c'est absolument différent parce qu'en fait, c'est une indemnité qu'on va te donner et en fonction de la taille de ta commune, cette indemnité va changer. Mais ce qu'il faut pouvoir se dire, c'est que en
réalité, il faut plus voir un député qui fait un réel travail, qui a des impacts, j'aimerais le payer double, comme un salarié. Moi, ok, plus tu travailles, plus tu fais quelque chose pour nous, eh ben pourquoi pas plus tu seras payé, tu sais. Lorsque moi, je le vois dans certaines de mes sociétés, quand j'ai des commerciaux, tu as fait un bon chiffre, on va te doubler ce mois-ci. Le mois d'après, ils se donnent. Quand tu gagnes toujours la même somme, j'ai pas envie de dire que c'est une mauvaise chose, j'ai envie de dire que pour quelqu'un qui se donne, c'est pas gratifiant. Et pour quelqu'un qui ne fait rien, c'est absolument injuste pour les autres. Alors justement, parce que nous, à la base, on nous a expliqué, on nous a sorti que le paiement des députés et des politiques a été fait pour éviter, soi-disant, la corruption. Absolument. Or, il y a tout le temps, des affaires, et surtout dans le gouvernement, alors là, c'est pas de ma faute, désolé de le dire, d'Emmanuel Macron. Alors, tout le monde a une enquête sur le dos, tout le monde est pris par le parquet national financier, quand c'est pas même le ministre, le dernier ministre des Outre-mer aussi, qui a des procès en cours, enfin, il a le tribunal qui cherche des trucs qu'il n'aurait pas déclarés. Enfin, tout le monde a quelque chose. Donc, comment ça fonctionne? Est-ce que les gens ne sont pas censés être contrôlés en amont? Là, on entend déjà... C'est vrai qu'il y a tout ce qui est présomption d'innocence, mais finalement, il y a la même corruption, même malgré les enveloppes. Ouais. Alors en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que encore une fois, lorsque tu es député et que tu dois faire voter certaines lois et que tu veux envoyer ces lois quelque part, et tu veux vraiment qu'elles soient faites, il va falloir que tu aies tout un travail qui soit fait, il va falloir que tu aies tout un tas de productions qui sont envoyées. Donc tu as une équipe, évidemment, qui te fait ça. Mais généralement, tu verras des lobbies venir aider un député ou aider un président ou aider un ministre à avancer pour lui fournir des choses. Et c'est pour ça que derrière, tu as des enquêtes qui sont faites parce qu'on se dit... un peu comme l'histoire de Fillon avec les costumes, c'est ça ? Plus ou moins, même si c'était dans quelque chose de différent, mais voilà, on va se retrouver dans ce genre de cas où on va se dire, pourquoi, je vais te prendre un exemple qui est décorrélé de la France, sur les États-Unis, tu as des lobbies pharmaceutiques ou tu as des lobbies dans l'armement qui vont t'aider à produire une loi ou te dire, je pense qu'interdire ce genre de matériel, ce ne serait pas une bonne chose, plutôt ce type de matériel. Et donc effectivement, ils vont aider, ils vont te payer des vacances, ils vont payer certaines choses, et donc on pourrait, et c'est totalement vu comme de la corruption. Et c'est vrai de le voir comme ça. Bah oui, puisque au final, quand on donne des cadeaux, on se souvient des fameux les diamants, les valises de Bokassa. Enfin voilà, ça permet d'aider le politique à financer sa carrière ou à financer... Pendant le Covid, on l'a vu aussi, du fait qu'on demande à certains médecins, docteurs qui parlaient publiquement, on leur demandait, est-ce que vous pouvez nous montrer exactement qui vous finance derrière? Et on voyait qu'il y avait certains labos qui leur avaient payé des vacances, certains labos qui leur avaient donné de l'argent. Donc oui, effectivement, ça en fait partie. D'accord, donc merci beaucoup pour tous ces éléments. Alors là, on va partir du côté de Paris. Comme vous le savez, nous sommes le 23 mai. Il y a un événement aujourd'hui pour la commémoration de la traite, de la fin de la traite négrière, de l'esclavage plutôt, enfin Il va nous expliquer tout ça, parce que je sais que maintenant, ça a changé de nom. Maintenant, c'est la fin de la traite en elle-même et pas de l'esclavage. Enfin, il va nous expliquer tout ça. Est-ce que nous sommes en ligne? Donc, c'est avec Emmanuel Gauthier. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes avec Emmanuel Gauthier, c'est bien ça? Ah, bonsoir. En plus, c'est avec vous. Effectivement, on s'est déjà eu par rapport au Covid. Vous allez bien? Je vais très bien, toujours. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer la journée d'aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez mis en place, s'il vous plaît? Bien sûr. Écoutez, c'est avec grand plaisir qu'on va vous expliquer cela. Vous savez peut-être pas, mais ici en région parisienne, il y a une communauté antillaise qui est importante en nombre, et qui, le 23 mai 1986, a fait une grande marche silencieuse. Et c'est à la suite de cette grande marche silencieuse, pour penser à leurs parents qui ont vécu le martyre de la traite et de l'esclavage colonial, c'est à la suite donc de cette grande marche qui a mobilisé 40 000 personnes que l'État français a bougé sur la question de la commémoration de l'esclavage. Et donc, ce que nous avons fait et ce que nous avons obtenu pour faire rapidement, c'est que aujourd'hui, le 23 mai est devenu une date nationale en France, pendant laquelle on honore la mémoire des victimes de l'esclavage. Donc nous, quand on a créé l'association CM98 pour Comité Marche du 23 mai 1998, on a créé en 1999, depuis l'année 2000, le 23 mai 2000 et jusqu'à aujourd'hui, tous les 23 mai, on organise une grande manifestation en l'honneur de nos parents qui étaient esclaves. Donc voilà, c'est exactement ce qui s'est fait aujourd'hui. C'était le 22e anniversaire. Et ce qui était intéressant de savoir, c'est qu'il y a en même temps une cérémonie républicaine
14 heures, à laquelle le nouveau ministre des Outre-mer, donc la nouvelle ministre, c'est une dame, a participé. Et donc, et nous-mêmes aussi, nous avons pris la parole. Et donc, c'est une grande manifestation. Mais le clou de la manifestation, c'est que nous avons à Saint-Denis, à côté de la basilique de Saint-Denis, un mémorial que nous avons réalisé. C'est une sorte de grande sphère avec des médaillons. Et sous les médaillons, il y a marqué des noms, des prénoms et des matricules d'esclaves. Ce sont des noms, des prénoms, des matricules d'esclaves que les Antillais de Saint-Denis ont recherchés après un travail de généalogie qui sont faits avec notre association. Et c'est comme ça qu'on a créé ce beau monument que vous pouvez voir d'ailleurs sur notre site internet cm90.fr. Voilà, donc vous allez sur ce site et voilà. Donc voilà un petit peu ce qu'on a fait aujourd'hui. Et il y avait à peu près, on va dire 2000 personnes à peu près qui ont participé. Et il y a un groupe qu'on appelle les Déchaînés qui a fait un concert. Et dans ce concert, il y avait Jocelyne Béroir. On a fait surtout un hommage à Jacob Desvarieux, qui, de son vivant, nous a beaucoup aidé pour promotionner justement cette action mémorielle. Donc voilà un peu ce qui s'est passé aujourd'hui. Et donc le monument qu'on a fait, et ce sera peut-être mon mot le plus important à mon avis, c'est que toute la communauté des Antillais a mis des fleurs sur ce monument. Et le monument a été complètement fleuri. Et à côté des noms des gens recherchaient leur nom. Et quand ils trouvaient leur nom, ils mettaient une rose, ils mettaient une plante, une fleur, un bouquet. Et voilà, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui avec un succès populaire intéressant. D'accord, eh bien, merci beaucoup pour ces explications. C'est une très bonne chose que vous avez mis en place. Voilà, donc là, on voit le monument dont vous parliez tout à l'heure. Donc, Oui. Merci pour vos actions que vous avez mises en place. Merci beaucoup à vous. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà, un mot, Tony, pour cette journée, cette commémoration. En plus, on a plusieurs dates, nous. Oui, on a plusieurs dates. Moi, j'aime ces choses-là parce que pour le coup, ça permet de ne pas oublier. Tu vois, il y a quelque chose que je dis très souvent. Je le vois par rapport à la ville où j'habite. C'est qu'il y a dans la ville où j'habite, il y a sur les plaques, il y a des noms de certaines personnes qui ont grandement œuvré pour malheureusement la traite négrière, des anciens armateurs, des anciens négriers qui ont leur nom comme ça dans les rues, des grandes artères. Et ben moi, lorsque je vois ce genre de choses, je me dis voilà, c'est une manière de contrebalancer. Même si je pense que avoir des rues qui pourraient s'appeler Solitude ou autres dans des belles villes françaises, ce serait une bonne meilleure chose. chose. Surtout qu'il y a une statue qui a été dévoilée il y a quelque temps, mise par la mairie de Paris. Mais justement, tout à l'heure, on parlait de groupes parlementaires spécifiques pour l'outre-mer, puisque de toute façon, quand on est dans une majorité ou quel que soit le parti, nous ne sommes pas entendus. Est-ce que c'est pas un petit peu la même chose pour les commémorations de l'esclavage? Lorsqu'on voit que, par exemple, Emmanuel Macron n'a pas fait de discours, d'ailleurs, ça, c'est ce qui lui a été reproché. Ça fait partie de la raison aussi pour lesquelles les électeurs ont voulu lui mettre... Bien sûr. Voilà, un grand coup. Donc, est-ce que c'est normal que lorsqu'il s'agit de notre commémoration à nous, au niveau de nos territoires qui sont censés être français, les hommes politiques et puis le président au plus haut, ils s'en fichent un petit peu, alors que quand c'est pour les autres communautés, la France, c'est le pays qui commémore le plus, sauf pour nous. Ouais. Est-ce que ça, c'est normal ? Alors, c'est absolument pas normal, mais encore une fois, lorsque tu n'es pas représenté et qu'il n'y a personne qui porte ta voix, il est normal que l'on t'écoute moins. Lorsque tu n'as pas de lobby ou de groupe de pression ou de groupe tout simplement, même des groupes parlementaires qui ne poussent pas une voix, forcément, on t'écoute un peu moins. Après, un groupe parlementaire ne fait pas tout. Un groupe parlementaire ne fait que voter des voix. Mais lorsque tu n'as pas de personnes qui se sont liées entre elles pour dire on veut porter notre voix jusqu'au plus haut sommet de l'État, c'est normal qu'on ne soit pas écouté. Et encore une fois, et c'est même un très bel avantage d'ailleurs pour ces communautés. Et on devrait plus ou moins, même si moi je suis tellement fier de ma communauté et de ce qu'on fait en France, mais il y a d'autres communautés qui font des choses très intéressantes et on devrait aussi s'inspirer parce qu'ils ont de meilleurs groupes de pression, ils arrivent à appuyer sur l'économie d'une manière qui est très intéressante. Peut-être qu'on pourrait faire la même chose, où ils sont ils sont un certain nombre et du coup arrivent à faire bloquer certaines choses. Je pense que nous, on a tout à fait les moyens de le faire, surtout que nous sommes français. D'accord, merci beaucoup pour ces informations. Rapidement, les petites infos à vous faire passer. Déjà pour les impôts, donc suite à notre émission sur les impôts, vous nous avez demandé
une petite explication supplémentaire. Donc, les impôts, précisons pour les gens qui ont ouvert l'année dernière, en 2021, qui sont en régime micro-entreprise. Donc, vous reportez le montant des recettes 2021 sur la déclaration 2042 CPRO, qui est une annexe de la déclaration de revenus 2042. Deuxième info, toujours pour les impôts, donc ça va s'afficher. Donc pour les gens qui sont en régime normal, il faut souscrire une déclaration qui détermine le montant du bénéfice au titre de l'exercice clos en 2021. Mais par contre, il faut faire ça au nom de votre entreprise. Et ensuite, vous reportez le montant de bénéfice sur la déclaration toujours 2042 CPRO, qui est une annexe des déclarations. Ensuite, il y a les formations pour le RSMA. Comme vous le savez, on vous l'a dit déjà la semaine dernière, des formations, les sessions commencent maintenant. Il faut aller vous inscrire, ça va s'afficher. Donc voilà. Donc, maçon carreleur, maçonnerie, cimentation, pose de carreaux, formation de 12 mois. Il y a le numéro de téléphone qui va s'afficher. Donc, vous contactez le RSMA 05 90 40 95, 2 fois deuxième formation pour le RSMA. Donc, ouvrier polyvalent de l'agriculture. Donc, si vous êtes intéressé par l'élevage et le maraîchage, il y a une formation de 10 mois qui commence au RSMA. Vous appelez toujours au même numéro. La troisième formation va s'afficher. Donc, pour les gens qui veulent conduire des engins pour la voirie et réseaux divers, alors on a reçu le RSMA qui a expliqué qu'ils vont aussi travailler sur l'eau, ils vont mettre des choses en place parce que les autres institutions ne le font pas. Donc ça, c'est quelque chose qui va être pris en main par le RSMA. On va commencer à former des Guadeloupéens pour qu'ils puissent poser les tuyaux d'eau. Donc, n'hésitez pas à les appeler pour participer à cette formation. Vous aurez tous les détails. Ils pourront vraiment vous expliquer ça. Donc, une formation de 12 mois. Et pour les gens qui veulent être dans les métiers du bois, menuiserie, charpentier, il y a une formation de 10 mois. Donc, n'hésitez pas à appeler 05 90 40 75 2 fois. Ensuite, les offres d'emploi. Donc, toujours, comme d'habitude, vous appelez Yannick Jotam. Ça va s'afficher tout de suite pour Officium Conseil. Pâtisserie junior, on recherche un pâtissier en Guadeloupe. Donc, vous n'hésitez pas à appeler Officium Conseil. La deuxième offre d'emploi va s'afficher. On recherche aussi un responsable de boulangerie. Donc, pareil, Officium Conseil, vous appelez Yannick Jotam. Là, c'est un portable 06 90 95 81 51. La troisième offre d'emploi va s'afficher. Ah voilà, donc on recherche un responsable de gîte. Yann est un petit peu perturbé, je crois, aujourd'hui. On recherche un responsable de gîte, donc toujours pour des offres en Guadeloupe cette semaine. Et la semaine dernière, on vous a donné que des offres qui sont sur notre territoire, puisque c'est ce qu'on a et c'est ce qu'on recherche. La prochaine offre d'emploi, responsable de magasin, donc vous êtes un homme, une femme. On recherche un responsable de magasin. Vous savez qu'au niveau de paye, ce sont que des postes qui sont très bien payés. Donc, n'hésitez pas à appeler Officiel Conseil. Yannick Jotam, 06 90 95 81 51. Et la dernière offre d'emploi, on cherche un technicien de téléphonie mobile, toujours un poste en Guadeloupe. 30 secondes, un mot pour la fin. Un mot pour la fin. C'est le temps des législatives, mais que ce soit législative ou pas, mes chers amis, chers auditeurs, défendez toujours vos intérêts et notamment les intérêts des Outre-mer. Et surtout, nous, en plus, on est Guadeloupéens, donc effectivement, ça ne sert à rien d'aller dans tous les parties de la planète qui ne nous sert à rien du tout. Donc, merci beaucoup pour cette information. La semaine prochaine, nous serons avec l'ADOM. Vous allez voir, parce qu'il y a de nouvelles formations. Enfin, il y a des choses qui vont être mises en place. Donc, on vous parlera de tout ceci la semaine prochaine. Bonne semaine à tous et prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir, Tony. Merci. À bientôt, Sabine. À bientôt.